amis, on se retrouve avec Édouard Husson. Je voulais parler avec lui, qu'il nous éclaire sur la question de la fièvre que tu as évoquée dans un article hier, qui s'empare de l'Occident et qui fait la une. Et je voulais qu'on s'apesantisse un peu sur le sujet. Est-ce que nous sommes au bord de la guerre nucléaire avec la Russie, comme le répète la presse occidentale? Alors, vaste sujet. Je pense qu'il y a effectivement, je parlais hier d'un vent de panique. Le terme me semble approprié dans la mesure où il y a deux types de réactions quand on est paniqué. Soit on a très peur et on laisse tout tomber, soit on a très peur et on en rajoute. Et il me semble qu'on voit les deux réactions. Scholz, le chancelier allemand, il voit bien que son économie est en grande difficulté et il voit qu'il perd les élections. Il y a la colère de l'opinion allemande qui est tout à fait explicite. Je l'ai constaté encore cet été en y étant, avec le lien évident entre la guerre d'Ukraine et les difficultés économiques pour beaucoup d'Allemands. Et donc Scholz lui dit, allez, pousse, on va négocier. Et il dit, Zelensky, il faut qu'il accepte des concessions territoriales. Et puis, on a une réaction qu'on trouve plutôt en Grande-Bretagne, qu'on trouve plutôt dans une partie du gouvernement américain. On va peut-être y revenir parce que je pense que le gouvernement américain est partagé, qui est au contraire, si c'est comme ça, il va falloir qu'on en fasse plus pour défendre l'Ukraine, d'où l'attitude de Blinken, qui a dit que à Zelensky qui aurait une autorisation pour faire des tirs en profondeur de missiles sur le territoire russe. Donc pour moi, c'est ça. Il faut redire, parce qu'on est allé très vite, mais il faut redire que donc, le sujet qui se pose, c'est que Zelensky demande aux Américains et aux Britanniques l'autorisation d'utiliser des missiles, des armes de longue portée contre le territoire russe, donc qui irait loin des lignes de front avec l'armée russe. Et Poutine a dit, si vous faites ça, je considérerais que c'est une déclaration de guerre de l'OTAN et vous assumez vos responsabilités. Donc, c'est quelque chose qui fait psychoter. C'est ça l'origine de l'angoisse. Donc, toi, ce que tu nous dis, c'est que les Allemands, ils ont vraiment peur et les Anglais, ils en rajoutent. Oui, ce qui est une autre façon de manifester sa peur. On parle des gouvernants, parce que je pense que les peuples sont plus raisonnables. On voit bien que l'opinion américaine est partagée, mais plus les mois passent, plus ça lui paraît loin, l'Ukraine. On voit bien que l'opinion française a beaucoup secoué Macron lors des élections de juin et de juillet, entre autres. Alors, c'était pas autant exprimé qu'en Allemagne, mais à cause du sujet ukrainien. Et on voit bien que l'opinion britannique, elle s'apprête surtout à passer un hiver difficile pour des raisons de coût de l'énergie. Donc, mais là, on parle des dirigeants, que ça soit bien clair. Et effectivement, l'avertissement de Poutine, formulé hier dans une réponse apparemment improvisée à un journaliste qui l'attendait par hasard à l'endroit où il passait, elle est très claire, mais alors, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est nouveau dans ce que disent les Britanniques et les Américains? Parce que des tirs sur le territoire russe, il y en a depuis de longs mois. En particulier, il y a des envois de drones qui ont atteint des dépôts pétroliers, qui ont pu atteindre aussi des zones civiles en arrière sur les arrières du territoire. Mais il y a eu par ailleurs l'incursion à Koursk il y a quelques semaines. Donc, ce qui est nouveau, ce qu'explique Poutine, et c'est la raison pour laquelle il réagit en menaçant, c'est qu'il faudrait une assistance logistique considérable, y compris des soldats au sol, on va dire des conseillers militaires au sol, pour se faire comprendre, de pays de l'OTAN, pour effectuer de tels tirs. Et que ça changerait donc l'implication des pays de l'OTAN. Ce qui est dit. Alors, là encore, on peut discuter, est-ce que c'est vraiment nouveau? Les tirs de missiles sur la Crimée, on sait parfaitement qu'il y a des conseillers occidentaux
qui sont à Odessa ou un peu en arrière sur le territoire ukrainien pour aider. On sait qu'il y a des drones de reconnaissance occidentaux qui font les repérages pour identifier les cibles. Donc, est-ce que c'est vraiment nouveau? Disons qu'il y a une étape nouvelle dans la guerre psychologique entre la Russie et l'OTAN. C'est ça, et dans un climat d'élection américaine. Alors, donc, de ton point de vue, est-ce qu'il y a un risque avéré que l'OTAN se trouve en situation de guerre, et donc on a compris de guerre nucléaire avec la Russie? Alors, le risque, il existe toujours, et ça, c'est pas non plus complètement nouveau, mais depuis le début du conflit, on sait qu'il peut y avoir un drone qui franchit une frontière, un missile qui tombe là où il ne devait pas tomber, et à ce moment-là, il peut y avoir une escalade. Rappelons-nous l'intrigue, même si c'est une pièce, enfin c'est un film grinçant et qui se veut pédagogique du docteur Folamour. Il y a un des bombardiers qu'on n'arrive pas à rappeler. Et tous les bombardiers qui étaient partis pour lancer leur bombe nucléaire sur la Russie, et on reçoit l'ordre de revenir en arrière, mais il y en a un, on n'arrive plus à avoir la transmission avec lui. C'est sur ça que repose la deuxième partie du film. Donc, il y a toujours un risque, premièrement. Deuxièmement, effectivement, je crois que ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, ce que certains appellent l'État profond américain est profondément divisé. Il y a des jusqu'au-boutistes et il y a des réalistes. Par exemple, Blinken fait partie des jusqu'au-boutistes. Par exemple, le général Austin, le ministre de la Défense, lui, est beaucoup plus prudent parce qu'il a une préoccupation qui est celle des stocks de missiles américains. On sait qu'un des problèmes que rencontre l'OTAN actuellement, c'est de fabriquer suffisamment de missiles pour renouveler les stocks et alimenter à la fois le conflit ukrainien, mais être en même temps en capacité de défendre Israël si jamais il y avait une guerre au Proche-Orient, et peut-être aussi de mener une guerre à Taïwan, si on est dans la logique complète des trois conflits. Et ça, le secrétaire à la défense américain, il sait que il y a beaucoup il y a une distance de la coupe aux lèvres. Donc, au doigt mouillé, si j'ose dire, selon toi, quel est le pourcentage de risque que la menace de Poutine d'un conflit nucléaire se réalise? Alors, deux choses. Premièrement, alors c'est un point de vue que je défends, hein, ça vaudrait la peine d'en débattre avec des gens qui connaissent bien ça. Je ne pense pas qu'on ira jusqu'au conflit nucléaire, parce que je crois que au fond, ni les États-Unis ni la Russie ne le veulent. En revanche, il y a un risque réel qui serait celui d'une extension du conflit à certains pays d'Europe. Par exemple la Pologne, par exemple la Roumanie. Et je crois qu'on aurait à ce moment-là un jeu très curieux où ça ne serait pas l'OTAN qui serait concernée, mais ça serait la Pologne en tant que puissance militaire, la Roumanie en tant que lieu d'où partent beaucoup des initiatives de soutien à l'Ukraine de la part de l'OTAN. Et à ce moment-là, on risque d'avoir une situation de découplage entre l'Europe et les États-Unis, où les États-Unis en fait laisseraient ces pays exposés tout en essayant de trouver un arrangement avec les Russes en disant non mais on va trouver une solution. Moi c'est plus ça qui me paraît nous menacer, de menacer l'Europe, parce que je pense qu'au fond les États-Unis n'ont aucune envie d'être dans un conflit majeur avec la Russie. Ils s'accommodent très bien de guerres à basse intensité et qui leur permettent de vendre leurs armes, de penser qu'ils vont déstabiliser les autres pays. Mais en revanche, monter jusqu'à l'escalade nucléaire, je lisais hier un rapport de la Heritage Foundation
qui incriminait le manque d'investissement dans l'armement nucléaire américain depuis 20 ans, en disant que ça avait été négligé au profit d'autres secteurs du secteur de la défense et que c'était très dangereux face à la Russie et à la Chine qui ont beaucoup plus modernisé leurs armes nucléaires. Dans le cas où il y aurait une extension, comme tu dis, du conflit à la Pologne ou à la Roumanie, ça prendrait quelle forme? Est-ce que ça voudrait dire des attaques nucléaires tactiques contre ces pays? Alors, il ne faut pas oublier que la Russie dispose d'un niveau intermédiaire de la dissuasion, et ça, c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de commentateurs oublient. L'invention des armes hypersoniques fait que l'on peut avoir un effet destructeur majeur avec des têtes de missiles conventionnelles. Alors, bien sûr, les armes hypersoniques, il y en a qui sont équipées de têtes nucléaires désormais. Que ça soit, pour la Russie, on en est sûr, pour la Chine, on se pose la question. Mais c'est très important parce que moi, ce que j'imagine plutôt, ce seraient des frappes dévastatrices avec une arme hypersonique comme les missiles Kinjal qui ont été utilisés en Ukraine déjà sur le terrain et qui frapperaient par exemple des entrepôts militaires polonais ou roumains. Et là, s'agit-il d'une attaque qui fait passer, qui pousserait les États-Unis à passer au seuil nucléaire? C'est pas sûr. Bon, mais écoute, la suite des événements nous le dira. On regarde ça. De toute façon, tu continues à suivre ça de près, Édouard, pour le courrier. Il y a peut-être un élément simplement qu'on n'a pas mentionné, c'est que la Russie est en train de réécrire sa stratégie nucléaire. Donc, sans doute, de manière à être plus menaçante dans les phases initiales des tensions avec les États-Unis. C'est comme ça que je l'interprète, et ça serait lié à une réflexion de fond, mais aussi au fait que il y aurait eu un projet d'attentat contre Poutine à la fin du mois de juillet dernier, qui a engendré une réaction, paraît-il, très, très dure des Russes vis-à-vis des Américains verbalement. Et en particulier, le service extérieur russe de renseignement aurait fait passer à la CIA un message assez clair sur les risques que couraient les États-Unis si on touchait au chef d'État de la Russie. Bon, de toute façon, ça fait un certain temps qu'on dit que le mois de septembre et le mois d'octobre, compte tenu de l'arrivée des élections présidentielles, ça fait un certain temps qu'on dit que ces 2 mois vont être des mois de tension extrême parce que c'est le moment où c'est le dernier moment où on peut faire des gains sur le tapis, si j'ose dire, sur le tapis vert. On suit ça de près et puis à très vite, Édouard. À bientôt, Eric.